Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue sur Radio Escapade, une rédaction de Radio Vesterbro. Nous sommes le lundi 22 novembre et nous sommes une petite équipe ce soir. On aime bien l'équilibre, on est 2 en technique et 2 au studio. Alors, je vais présenter ce petit monde. Alors en technique, on a Marie et Romain, bonsoir. 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 Et au studio, moi-même Dorothée et Aurélie. Bonsoir à tous. Voilà, et cette semaine, on va parler de beaucoup de choses. On va commencer par les news de la semaine qui parleront des activités qu'on peut faire sur Vesterbro et on parlera un petit peu d'actualité en général après. On abordera le Black Friday, on abordera le pronom, j'espère bien le prononcer, IEL, I-E-L, un nouveau pronom dans la langue française, et on parlera aussi de la vaccination qui est rendue obligatoire en Autriche dès le mois de février. On aura aussi une chronique faite par moi-même sur l'écriture script et l'écriture cursive et sur l'utilisation des tablettes en général. Nous aurons la musique évidemment, nous aurons Aurélie qui viendra nous parler des marchés de Noël à Copenhague. Exactement. Et de salons de thé. Ouais. Hein, la gourmande. Salon de thé, pâtisserie, tout sur, ça. Pour certaines sur Vesterbro d'ailleurs, donc il faudra bien rester à l'antenne. Et puis en fin d'émission, on vous présentera quelles seront nos prochaines émissions. Elles seront à thème. Les prochaines émissions, celle-ci est un peu plus hétéroclite et on va parler, comme vous le voyez, de beaucoup de choses différentes. Voilà, on va commencer tout de suite par les news de la semaine. Et avec toi Aurélie, puisque tu as des choses à nous parler sur Vesterbro. Oui, exactement. Alors en fait, je vais vous parler de 2 endroits que je considère un peu comme des endroits phares à Vesterbro, dans lesquels je passerai tout mon temps libre si je pouvais, mais il n'en tient qu'à moi. C'est le planétarium et puis le Absalon Folkhuset, donc la maison de quartier. Donc je vais commencer par vous parler du planétarium. Donc le planétarium, il est situé à Gammelkongevei, au bout des lacs à Vesterbro. Et ils vont organiser prochainement le dimanche 5 et le dimanche 12 décembre 2 journées d'événements qui sont basées sur les météorites et les étoiles filantes. Alors pourquoi ils font ça au mois de décembre et le week-end ? Pour que ça soit le plus possible accessible à tous. Et c'est surtout que, en fait, au mois de décembre, aux alentours du 13 et 14 décembre et aussi aux alentours du 22 et 23 décembre, il y a 2 essaims de météorites, essaims d'étoiles filantes. Donc en anglais, c'est les meteor shower. Et donc ça, c'est vraiment des événements importants dans l'hémisphère nord qu'on n'a pas forcément très fréquemment. Et donc il y a les Géminides qui vont être le pic pour voir des étoiles filantes sera entre le 13 et le 14 décembre. Et puis il y aura aussi les Ursides. Et les Ursides, c'est des étoiles filantes, donc des météorites qui tombent dans le ciel et qui s'embrase, qu'on peut voir entre le 17 et le 24 décembre, avec un pic entre le 22 et le 23 décembre. Et donc le planétarium, en lien avec ces essaims d'étoiles filantes, vont organiser des événements. Donc le dimanche 5 et le dimanche 12 décembre, juste avant les Géminides, on a 3 créneaux sur lesquels on peut s'enregistrer pour venir visiter le planétarium et avoir des informations. Donc il y a un créneau à 10h30, un créneau à 1h et un créneau à 3h30. Et pour chacun de ces créneaux, les 2 jours, donc les 5 et 12 décembre, vous avez une présentation avec une sorte de conférence interactive avec des explications, des conseils pour c'est quoi une météorite, c'est quoi une étoile filante, c'est quoi des météores, d'où ça vient, et puis comment les repérer, comment s'installer, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Il y a des applications très simples qu'on peut télécharger sur son téléphone pour pouvoir repérer les étoiles filantes dans le ciel. Et c'est vraiment des conseils intéressants, je pense, qu'ils vont nous donner, ou en tout cas qu'ils vont donner à cette conférence, parce que pour les Géminides du 13 et du 14 décembre, on peut avoir jusqu'à 150 étoiles filantes par heure, contrairement à 5 à 10 étoiles filantes en moyenne, et encore ça dépend de la nébulosité et de l'éclairement où est-ce qu'on va regarder. Donc c'est vraiment une période intense d'observation des étoiles filantes. Donc à la suite de cette présentation qui dure en gros une demi-heure, vous avez aussi une session de questions-réponses. Vous avez aussi accès à un film donc dans le planétarium, dans le dôme du planétarium, là un peu l'effet planisphère. Donc c'est un film qui s'appelle Au bord des ténèbres.
et accessible en danois et en anglais. Et donc ce film retrace un petit peu les expéditions spatiales qui ont été produites au cours des dernières années par la NASA, par l'Agence spatiale européenne, etc. Et on a des images de qualité extraordinaire qui nous emmènent aux confins du système solaire. Et donc ce film est accessible avec ce ticket d'entrée les 5 et 12 décembre, ça fait partie du package. Et en plus de ça, après, vous pouvez accéder à tout le reste du musée pendant toute la journée jusqu'à leur fermeture. Donc il y a vraiment un package intéressant avec cette présentation, cette séance de questions-réponses, le film au planétarium dans le dôme, et suivi de la visite toute la journée. Donc moi, ma recommandation, ça serait plutôt d'y aller à 10h30 ou à 13h, de manière à ce qu'à 15h, vous ayez fini cette partie-là sur les météores, et après de pouvoir vraiment visiter tout le reste du... Et peut-être d'aller se balader en soirée pour voir des étoiles filantes à l'œil nu. Voilà, exactement. Justement, à ce propos, je ne sais pas si tu connais l'observatoire Broorfell, qui est pas loin de Copenhague, quand même à une bonne heure. Il se situe dans la campagne profonde à Tølløse. Et c'est bien sympa, j'y suis allée l'an passé. Alors l'observatoire malheureusement était fermé, mais il fait très très noir dans cette partie du pays et le ciel est incroyable. Et j'imagine c'est l'endroit rêvé pour voir un sacré nombre d'étoiles filantes. Ouais, exactement. Ouais. Évidemment, les conseils les plus importants qu'on peut donner pour les observer, c'est le plus possible de se couper de la pollution lumineuse des zones urbaines. Et donc, si vous ne pouvez pas vous écarter d'une ville, essayez de vous mettre dans un parc qui ne serait pas éclairé ou dans une zone qui ne serait pas forcément très éclairée la nuit, ou ne serait-ce qu'en banlieue de Copenhague, voilà, ça peut toujours être intéressant. Et donc voilà, c'est des événements qu'ils proposent ponctuellement, mais spécialement pour l'arrivée des Géminides et des Ursides du mois de décembre. Donc si on est chanceux avec les Ursides, le pic qui est entre le 22 et le 23 et qui peut arriver jusqu'au 24, c'est vraiment une période où beaucoup d'entre nous seront en vacances ou avec une activité peut-être un peu... amoindri, et donc c'est vraiment l'occasion de regarder ça. Et l'avantage au Danemark, c'est que la nuit, arrivant tôt, on peut les observer dès 18h sans souci. C'est l'avantage. On n'est pas obligé d'attendre minuit pour ça, donc c'est vraiment un avantage. Donc voilà pour le planétarium qui est à Gammelkongevej et qui a, en plus de toutes les activités qu'il propose en temps habituel, ces 2 événements typiques sur les météores et les étoiles filantes. C'est bien parce que moi je croyais que c'était qu'au mois d'août qu'on pouvait voir vraiment une pluie d'étoiles filantes. Je sais pas qu'au mois de décembre c'était possible aussi. Alors c'est pas les mêmes du coup, non. Mais on va avoir les Géminides et les Ursides plutôt au mois de décembre dans l'hémisphère nord. Et puis il y en a d'autres qu'on peut voir aussi en plein été. Mais effectivement, elles viennent pas du même astéroïde, donc c'est pas les mêmes bouts de roche, même si c'est les mêmes observations qu'on peut faire dans le ciel. Donc ça c'était pour le planétarium. Et ensuite pour Absalon. Donc je sais pas si vous connaissez, mais Absalon c'est un centre culturel ou une maison de quartier, un peu on pourrait dire ça en français, qui est en fait à l'intérieur d'une ancienne église réhabilitée et qui propose tout un tas d'activités, des activités manuelles, des ateliers, de la restauration, et à vraiment des prix abordables. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment, ils font pas vraiment ça pour faire fortune, mais l'intérêt c'est qu'il y a des activités en journée, en soirée et le week-end. Donc vous pouvez y aller selon votre emploi du temps, c'est pas forcément que en journée, c'est ouvert aussi le soir. Il y a la possibilité d'avoir des repas, de prendre un café, de faire un snack. Par exemple, le midi, ils proposent un plat du jour pour 50 couronnes. Alors, c'est un plat du jour unique qu'ils ont souvent avec une version avec viande et une version végétarienne. Mais c'est quand même tout à fait abordable pour manger le midi. Pour le soir... Il y a des repas collectifs qui sont à 50 couronnes en semaine ou à 100 couronnes le vendredi et le samedi, parce qu'en plus il y a un dessert. Et là encore une fois, c'est super abordable. Et même si vous venez qu'à 2, à 4 ou vous n'êtes pas forcément une table de 6 ou de 8, et ben en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils vont mettre plusieurs tables les unes à côté des autres, un peu en mode banquet. Et puis du coup, ils vont demander aux gens de se servir juste un plat pour 6 ou un plat pour 8. Et puis, ça va vous arriver de partager avec les voisins d'à côté qui sont présents aussi à côté de vous à votre table. Et donc voilà, c'est vraiment abordable. Pour 50 couronnes, vous pouvez tout à fait avoir une entrée avec une salade, un plat, du pain avec des sauces, de la tapenade ou des choses comme ça. Ils font la plupart des choses faites maison, ils cuisinent toute la journée pour faire ces repas collectifs et communaux le soir. Et donc 50 couronnes le soir ou 100 couronnes pour le vendredi et le samedi quand il y a un dessert avec, c'est vraiment super. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous ai pris quelques exemples d'activités qui vont avoir lieu dans les prochains jours, mais finalement le programme se renouvelle assez
assez régulièrement, donc il y a vraiment de quoi faire pas mal de choses. Par exemple, mercredi, donc de cette semaine, le 24 à 20h, il y a un atelier de dessin avec des modèles nus. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un intérêt artistique. Seulement artistique, on Seulement précise. artistique. Il y a des hommes aussi ou c'est... Il y a de tout, il y a de tout, Ok. il y a de tout. Mais Quelle est déjà? Mercredi 24 à 20h. Jeudi 25, vous avez un atelier de céramique à 19h. C'est génial. C'est un des derniers ateliers de céramique possibles à faire pour pouvoir récupérer ces céramiques avant Noël. Donc si vous voulez faire des vases, des bols, des Cool. des soucoupes, des pots de plantes, des pots de fleurs, c'est l'occasion d'y aller. Donc voilà, atelier céramique à 19h. Il y a aussi des ateliers de yoga, des soirées dansantes, il y a des ateliers spécialisés pour les jeunes mamans et leurs bébés, pour faire du yoga, de la gym, des comptines pour enfants. Donc ça, c'est vraiment des activités diversifiées, il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Là, à partir de cette semaine jusqu'à la fin du mois de décembre, ils vont proposer des repas de Noël tous les vendredis et les samedis. Donc sur le principe des repas collectifs, mais aussi avec des repas à thème basés plutôt sur les traditions de Noël. Donc tous les vendredis et les samedis soirs, ils ont ça. Ils ont aussi par exemple des tournois de ping-pong le dimanche soir. Vraiment des ateliers, donc que ça soit sportif, culturel, gastronomique, il y a vraiment de tout qui est proposé là-bas et à des tarifs vraiment super avantageux. Tu l'as essayé personnellement? Je l'ai essayé, j'ai fait plusieurs fois des repas collectifs, j'ai fait de la céramique une fois, j'ai été voir une exposition là-bas une autre fois. Soit c'est gratuit et accessible à tous, soit je vous dis les repas c'est 100 couronnes, les 2h30 de poterie c'est 200 couronnes, enfin c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. D'habitude. Et voilà, exactement, c'est l'occasion du coup. Il y a aussi du yoga spécialisé pour les personnes âgées, du yoga spécialisé pour les bébés, il y a de la céramique spécialisée pour faire des empreintes de pas et des empreintes de mains de ces enfants. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Et une même activité est déclinée en différentes versions, donc céramique pour les enfants, céramique pour faire les empreintes de pas des bébés, céramique pour faire des pots de fleurs, Donc il y a un prof qui est là et qui explique un petit peu comment faire, ou on se débrouille tout seul? Il y a un prof qui est là, il nous accueille et il nous dit, quelqu'un qui nous encadre. Il y a aussi des cours intensifs qui se font pendant 4 semaines, où pendant 4 semaines, on a 2h30 de cours par semaine, et du coup, au bout de 10 heures, on a abordé différentes techniques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'occupe de cuire, de faire le glaze, donc le glaçage, et puis on peut choisir la couleur qu'on veut pour l'œuvre qu'on a réalisée. Moi, j'y suis allée un peu confiante en me disant, oh, quand même, 2h30 pour faire un bol et une tasse. Oui, tu prends un bout d'argile, tu fais un trou au milieu, tu mets une anse, et puis voilà. Et en fait, non, c'est pas si évident que ça, parce que selon l'épaisseur, etc., qu'on a, ça va pas forcément faire le rendu qu'on veut. Si notre argile est trop fine, finalement, ça va faire un pot un peu évasé plutôt que vraiment un vase ou un bol ou une tasse. Donc des fois, la créativité vient en faisant, et parfois c'est vrai que entre l'image de ce qu'on avait, de ce qu'on allait produire au début et ce qu'on produit à la fin, faut pas dire avant d'y aller, oui, vous inquiétez pas, dans 3 semaines je reviens avec un bol. Non, faut juste dire à vos amis, à votre famille, je vais faire de la céramique, je vais revenir dans 3 semaines avec un truc, je sais pas ce que c'est, mais voilà, faut pas c'est la magie de la création. C'est ça, faut pas leur annoncer que vous allez faire un vase si vous finissez par faire un bol. En plus, c'est hyper agréable au toucher de faire de la poterie. Ouais, exactement. Et donc, c'est vraiment pour 200 couronnes, les 2h30. Alors, bon, moi, j'avais trouvé ça facile. La prof, quand elle nous avait dit ça, elle dit, oui, vous prenez un morceau, vous faites un boudin, vous le collez, vous mettez une sorte de glu entre les deux pour coller. Et elle nous a fait un bol en 10 minutes, donc je me suis dit, ça va, tranquille. Je vais en faire 10. Voilà. Et en fait, non, j'ai fait un bol et un ramequin pour l'apéro, et c'est tout à fait... c'est déjà bien. Tout à fait suffisant en 2h30. Mais voilà, c'est vraiment... c'est jovial, la nourriture est bonne, on sort jamais de table affamé, il y en a toujours des quantités suffisantes. Ils ont des options végétariennes, quasiment pour tout leur repas avec de la viande ou du poisson. Et vraiment, ils font des currys, ils font des tapenades, ils font des sauces. À chaque fois, il y a du pain fait maison, un petit peu type pain à l'huile, là, où on peut mettre des toasts, des tapenades et tout ça. Donc c'est vraiment convivial. Et si vous voulez passer un samedi, un week-end, un soir
entre amis ou en famille. Moi, je sais qu'il y a des gens, ils y vont pour fêter leurs anniversaires, tellement c'est intéressant, c'est bon marché, c'est bonne ambiance et c'est en été aussi, c'est rempli. J'y étais passée cet été, il y avait des tables de ping-pong à l'intérieur, on pouvait vraiment... C'est ça, en fait, c'est comme c'est une ancienne église qui est réhabilitée, il y a vraiment différents niveaux, et donc en même temps, il peut y avoir différentes activités, mais parce qu'elles sont dans des pièces différentes, et donc on peut tout à fait avoir yoga, ping-pong, céramique en même temps, des gens qui viennent juste pour boire un café, certains travaillent là, pendant la journée, ils occupent ça comme une bibliothèque ou un espace de travail, donc c'est vraiment très relax et très, très sympa. Je sais que l'année dernière, quand les restaurants étaient encore ouverts, mais qu'il y avait l'épidémie, ils avaient séparé les tables du banquet, et finalement, on venait et on avait sa propre table. Ce qui perdait un peu de son charme par rapport à l'aspect banquet, et buffet et convivial de partager un plat en différentes... Est-ce qu'on arrive à communiquer avec les autres personnes qui sont à notre table? Eh ben écoute, moi j'ai jamais eu de soucis. Les gens, voilà, ils savent à quoi s'attendre quand ils y vont pas pour manger en mode restaurant gastronomique, chacun sa petite table. Donc, mais est-ce qu'on peut engager la conversation avec les gens avec qui on partage la table, ou c'est plutôt à la danoise, on partage mais on reste plus chacun de notre côté? C'est variable, ça dépend peut-être un peu si on tombe sur des internationaux ou pas à sa table, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour s'organiser, qui va chercher les plats, qui va chercher l'eau, est-ce que vous pourrez nous ramener des trucs? On est obligé de communiquer. Voilà, on est obligé de communiquer un petit peu, est-ce que vous êtes végétarien ou pas, est-ce qu'on prend des menus pour vous? Donc voilà, mais comme il y a une planche avec du pain, il y a un plat qui a été au four, il y a une salade. Au final, sur les 8 qu'on est autour de la table, il y en a presque 4 qui doivent se lever pour aller chercher les choses en cuisine. Donc forcément, il y a un petit peu de communication qui se passe. Et puis pour peu que ça soit aussi des gens qui soient soit internationaux, soit qui sont ouverts à la discussion en anglais, j'ai pas trop rencontré de soucis là-dessus. Et figurez-vous que dès que la majorité des gens ou la moitié des gens sont anglophones, ou en tout cas ne parlent pas très bien danois, ils vont vous expliquer le menu en anglais, ils vont même vous donner les explications de poterie ou de yoga parfois en anglais. Et il y a des événements où il y a écrit spécial internationaux, il y a des événements où il y a écrit que la langue pratiquée sera le danois. Donc on peut aussi choisir les ateliers qui nous intéressent selon là où les langues qu'on peut parler. Donc c'est vraiment modulable, et il y a tout leur calendrier qui est présent sur leur site internet, et il y a les menus qui sont présents tous les lundis midi pour la semaine en cours. Donc vous pouvez réserver à l'avance, mais par contre vous pouvez connaître le menu qu'à partir du lundi. Moi c'est pour en savoir. Ouais, et les places sont limitées, je pense qu'il y a peut-être une centaine de places à l'intérieur, donc parfois les repas sont tellement attrayants que dès le lundi c'est réservé pour le jeudi ou le vendredi. Donc voilà, mais ça c'est vraiment une bonne adresse à connaître, c'est à Sander Boulevard, donc c'est vraiment à côté du Meatpack District, et c'est super bonne ambiance. Très bien, merci beaucoup Aurélie. On a de rien. quoi faire, hein. Ouais. On va pas s'ennuyer cette semaine. C'est ça vous donne des idées pour les prochains week-ends si vous savez pas encore trop quoi faire. Et puis le froid arrivant, c'est bien de se trouver des activités dynamisantes et en même temps pas trop douloureuses pour le porte-monnaie. Surtout que c'est bientôt Noël et que ça va être très douloureux pour le porte-monnaie, donc vaut mieux faire attention. Et justement, en parlant bonnes affaires, on va parler un petit peu du Black Friday. Alors, quelques mots, le Black Friday, c'est une pure tradition consumériste venue d'Amérique et que l'on a importée en Europe. Enfin, je ne sais pas si c'est partout en Europe, mais du moins au Danemark vers 2010. Je crois qu'en France, c'est à peu près pareil. Alors généralement la date est le dernier vendredi de novembre. Alors pourquoi Black Friday? Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une histoire de comptabilité. Ordinairement les comptes avaient tendance à être dans le rouge à cette époque de l'année, les gens préférant garder leur argent et le dépenser en fin d'année. Et donc à l'époque les comptes étaient tenus à la main et tout ce qui est déficitaire est forcément en rouge. Donc, pour passer du rouge au noir, on a instauré le Black Friday afin de permettre aux gens de dépenser leur argent, ce qui a permis aux entreprises donc de passer à des comptes qui ne sont plus déficitaires et donc de sortir du rouge, d'où le nom Black Friday. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez de cet événement. Est-ce que vous êtes plutôt en mode bon plan le jour du Black Friday? C'est vrai qu'on peut trouver des offres intéressantes à Copenhague. Ou vous êtes plutôt en mode boycott du Black Friday? Très bonne question.
c'est vrai que ça a ses avantages pour les gens qui auraient un besoin particulier et qui se disent j'attends ce jour-là où je suis sûre d'avoir des grosses promotions pour pouvoir acheter cet électroménager en particulier, pour anticiper mes cadeaux de Noël sans trop me ruiner, pour avoir cet aspect un petit peu bénéfique pour le porte-monnaie. Mais de plus en plus, la question de la surconsommation, de l'ultra-consumérisme se pose. Se pose aussi la question éthique de nos consommations. Est-ce qu'on achète vraiment des choses dont on a besoin ou est-ce qu'on craque juste parce qu'on se dit tiens, il y a une bonne promo et du coup, je vais l'acheter. Y a vraiment cette chose-là qui est à prendre en compte. C'est vrai que là, il y a une étude qui dit que les Français s'apprêtent à dépenser près de 6 milliards d'euros pendant le week-end du Black Friday entre vendredi et lundi prochain, ce qui est une somme considérable. Mais en parallèle de ça, il y a aussi de plus en plus de personnes qui veulent avoir une consommation un peu plus responsable, un peu plus raisonnée, un peu plus éthique. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi à prendre en compte. Il y a même depuis quelques années maintenant le Make Friday Green Again qui se met en place avec pas mal de marques. Je crois qu'il y a plus de 1200 marques qui viennent s'ajouter à cette action, à cette entreprise. C'est des marques qui soit ne participent pas au Black Friday. Certaines ont même leur site internet qui est inaccessible ce jour-là, exprès pour alerter leurs clients, les consommateurs sur la surconsommation. C'est aussi finalement une association qui encourage à avoir une consommation raisonnée et sans excès. Donc ça ne veut pas dire forcément n'achetez rien le jour du Black Friday, surtout si vous avez un besoin particulier de quelque chose à remplacer, que vous ne pouvez pas réparer, recycler, que vous ne pouvez pas vraiment avoir, qu'il vous en faut absolument un neuf. Mais c'est quand même quelque chose auquel il faut être attentif. Et il y a aussi une sorte de perte de confiance, de problème de confiance entre les consommateurs et les marques. Je lisais ça dans un article en fin de semaine dernière, qui disait que finalement, comment les clients s'en sortent, avoir un pull à 100 € un jour, 30 € le lendemain, et la semaine d'après, il repasse à 100 €. Il y a une sorte de perte des valeurs, perte de la confiance, et du coup, il y a beaucoup de clients qui se disent, mais comment on peut arriver à des telles promos ? Est-ce que je me fais pigeonner tout le reste de l'année ? Est-ce que pendant les promos, les marques vendent à perte ? Donc il y a vraiment toutes ces questions qui se posent. Il y a une perte de repères, une perte de raison un peu sur ce côté ultra-consommation. Et donc c'est vrai que ce qui serait peut-être plus à valoriser, ça serait des actions de entre guillemets, juste prix, que ça soit accessible et en même temps pas si bon marché que ça pour pas que ça fasse trop de consommation. Mais s'il y avait un juste prix tout au long de l'année, peut-être qu'il n'y aurait pas cette frénésie du Black Friday avec les gens qui viendraient se pointer devant les magasins à 7 h du matin, qui se marcheraient dessus pour s'arracher un pot de Nutella à moitié prix ou pour s'arracher un pull, ou alors qu'ils en ont déjà 12 dans leur armoire. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de paradoxe entre beaucoup de personnes, plus de 50% des Français qui estiment ne pas vouloir participer au Black Friday pour des raisons plus ou moins éthiques ou anti-ultra-consumérisme, et puis en même temps la ruée vers l'or qu'on voit à l'entrée des magasins pour une grande partie des gens qui veulent y participer. Donc il y a une sorte de dichotomie entre vouloir avoir une meilleure consommation plus éthique, mais en parallèle avoir des super prix cassés par rapport à ce qu'il y avait la semaine d'avant. Donc il y a aussi le problème, et ça commence tout juste à être réglementé en France. Il y a des lois qui ont commencé à passer dessus en 2019, mais bon, c'est à peine mis en place. C'est est-ce qu'on est sûr de ne pas se faire avoir ? Parce que souvent on se dit je l'achète parce que c'est une bonne promo, c'est une bonne affaire, j'y gagne. Alors qu'en fait, on va quand même dépenser de l'argent, donc on n'y gagne pas vraiment. Mais il y avait très peu de régulation autour de ça, et donc il y a des magazines d'associations de consommation qui se sont rendus compte que les prix étaient gonflés les 2 semaines avant, qu'après les prix étaient cassés pendant le Black Friday, et qu'au final c'était des réductions très minimes par rapport aux prix réels qui étaient tout au long de l'année. De plus en plus maintenant sur les sites internet, il y a des outils pour comparer les prix au cours du temps, pour voir s'ils évoluent, et pour voir si justement 2 semaines avant le Black Friday, il n'y a pas des prix qui soient un petit peu gonflés. C'est des applications, c'est des sites de consommateurs, c'est des associations de consommateurs qui font ça. Parfois on peut les suivre en ligne aussi sur les sites de e-commerce ou de commerce en ligne, mais c'est très récent
puissant finalement comme technique, comme aspect. Et donc, il y a ce côté aussi, beaucoup de gens qui refusent un peu de participer au Black Friday parce qu'ils se sentent pas forcément si gagnants que ça au fin de compte dans les achats qu'on pourrait réaliser. Et c'est très peu encadré. Autant les soldes sont relativement encadrés que des promotions Friday. Un petit peu comme ça, ponctuelles, comme le Black Friday. Où il paraît qu'il y a aussi. En fait, c'est même pas seulement une journée parce que ça maintenant commence. Ça dure une semaine, il y a des ventes anticipées, il y a des ventes privées. Des fois, ça commence dès le lundi 22. Là, ça c'est même pas une journée. Dès cette semaine. Et donc, c'est vrai il y a aussi cette méfiance des consommateurs en se disant ça se trouve, j'y gagne pas tant que ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ? Donc ça porte en tout cas à controverse. Et moi, je ne jette pas du tout la pierre, comme tu le disais toi-même, aux gens qui font le Black Friday, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous un pouvoir d'achat énorme et que c'est important pour certains d'acheter leur cadeau de Noël en avance. Et le Black Friday est une bonne occasion de le faire, si bien sûr, évidemment, les prix sont plus bas que d'habitude, hein, donc à vérifier. Par contre, moi, de mon côté, je boycotte le Black Friday depuis presque le début parce que, j'ai horreur de faire les queues, de toute façon, dans les magasins. Mais surtout, quel est le besoin d'acheter absolument un objet le jour du Black Friday quand il y a des promotions, finalement, des soldes toute l'année? Je vois pas trop l'intérêt. Si c'était juste ce jour-là. Mais il y en a toute l'année. C'est devenu tellement ponctuel, il y a les ventes privées, il y a les ventes anticipées. À un moment, je lisais un article aussi qui parlait de la French Week. Enfin, c'est vraiment finalement des soldes qui sont intercalés avec tout plein de promotions. Et donc, c'est vraiment cette perte de repères, perte de. Mais c'est vrai qu'à force de voir des soldes partout, on ne sait plus combien les choses coûtent. Oui, c'est ça, on est un peu perdu. Et je ne sais pas si en technique, vous souhaitez intervenir sur le Black Friday ? Romain, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ? Non. Après, je suis parfaitement l'opinion d'Aurélie là-dessus. Pour les gens qui ont une intention d'achat à la base, je pense que c'est tout à fait intéressant. Effectivement, si on suit les prix et qu'on souhaite acheter vraiment un produit bien spécifique, c'est une période qui est fortement avantageuse. Comme tu disais aussi, Dorothée, quand on n'a pas forcément le budget pour acheter, en tout cas, n'importe quand ce type de produit. Après oui, ça peut forcément pousser à acheter des choses assez inutiles parce que psychologiquement on se dit que c'est vrai que les rabais sont tellement importants qu'on a l'impression d'être dans notre, qui paraîtrait légitime en fait de l'acheter et qu'on serait bien bête de ne pas le faire. Non, par contre je voulais rebondir, vous parliez de suivi de prix. Alors peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Si vous avez la mauvaise habitude comme moi d'acheter sur Amazon, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle camel.com, si mes souvenirs sont bons, et qui permet un suivi de prix parfois sur des années sur les produits qui sont vendus sur Amazon, que ce soit Amazon France ou toute autre filiale Amazon. Et il y a aussi un site un peu plus généraliste de comparateur de prix qui s'appelle le Dénicheur et qui permet aussi d'avoir de très beaux graphiques pour suivre l'évolution de prix et puis comparer en fonction de différents sites marchands qui proposent le meilleur prix. D'accord, merci beaucoup pour ces infos. On va utiliser Camel, c'est avec un K ou c'est avec un C ? Non, c'est avec un C. Un C, d'accord. Le logo est bien un chameau. Ok. Très bien. Alors l'actualité est riche, il n'y a pas que le Black Friday, il y a aussi une polémique en France en ce moment parce qu'il y a un nouveau pronom qui est rentré dans le Petit Robert, du moins dans l'édition numérique du Petit Robert, et ce pronom c'est le pronom YEL. Alors YEL, qu'est-ce que c'est ? Ce pronom est une contraction des pronoms il et elle, et il vise à désigner une personne, quel que soit son genre. Alors c'est une proposition qui vient du groupe LGBT, il l'avait déjà proposé en 2010. Et pourquoi ? Parce que la communauté LGBT se sentait mal représentée par le système binaire actuel avec seulement il et elle. Et donc c'est rentré c'est rentré dans le Petit Robert et cela crée la polémique et relance aussi le débat sur l'écriture inclusive dont on a beaucoup parlé ici à Radio Escapade. Alors il paraît que ce pronom est pas mal utilisé par les jeunes sur les réseaux sociaux. J'ai aussi lu que 22% des 18-30 ans ne se reconnaissent pas dans le schéma classique fille-garçon. Alors, pour moi, j'avoue, ce pronom est une totale découverte. J'avoue ne jamais l'avoir entendu être utilisé par les jeunes, même si je sens bien que les jeunes sont fortement sensibles à la prise en compte d'un sexe neutre par souci de tolérance et de respect, ce que je comprends parfaitement. Alors, je voulais vous demander ici au studio s'il vous est déjà arrivé d'utiliser ce pronom ou de l'entendre dans la bouche des jeunes.
vous qui êtes peut-être plus en contact avec les jeunes que moi. Enfin, moi, j'ai demandé à ma fille qui a 14 ans. Elle m'a dit non, je connais pas du tout le pronom Yel. Bon, elle n'est pas énormément sur les réseaux sociaux non plus, donc elle n'est pas dans des groupes de réseaux sociaux. C'est peut-être plus utilisé en France que par les petits expatriés français au Danemark, je ne sais pas. Mais apparemment, non. Vous n'avez pas entendu ce pronom avant. Moi, je l'ai vu, je l'utilise pas personnellement, mais j'ai vu des personnes, dans des conversations, je le vois apparaître en fonction. Tu le vois apparaître. Après, c'est pas. D'accord. Je pense que ça dépend vraiment aussi des habitudes, de ce qu'on fait en fait au quotidien et des personnes qu'on fréquente, parce qu'en fait, c'est pas non plus une majorité de personnes qui l'emploient autour de moi, mais je sais que ça existe. Mais c'est plus des jeunes, donc ils l'utilisent. Oui, bien sûr, Ouais. Ok. Dans quelles circonstances l'utiliser alors dans ce cas-là? Et c'est des personnes qui s'identifieraient comme non-binaires ou neutres ou non-genrées et qui du coup voudraient qu'on s'adresse à eux sur un terme neutre, Voilà. pour un petit peu se détacher de ce qu'on pourrait appeler les stéréotypes de genre auxquels notre société est confrontée. Je pense que ça vient surtout de l'anglais, parce que dans l'anglais ils ont un mot fourre-tout qui est they et them, et c'est vrai que par exemple ça serait un peu le on, entre guillemets, chez nous, plus ou moins, même si ça n'a pas de traduction littérale. En fait, l'exemple typique, c'est par exemple si vous disiez j'ai une connaissance qui vient d'avoir un accident de la route, je vais aller voir cette personne-là à l'hôpital. Là, dans la phrase, vous n'avez aucune idée si mon ami, c'est une amie fille, un ami garçon ou pas. Et donc en anglais, ils auraient tendance à dire, par exemple, si tu te soucies de cette personne, tu dis, ah bon, comment vont-ils ou comment va cette personne? Mais tu vas pas pouvoir dire comment va-t-il ou comment va-t-elle si tu es dans la non-définition du genre de cette personne, parce que dans la situation, je t'ai pas dit qui c'était. Mais c'est assez compliqué, parce que they, c'est il, normalement, il au pluriel. Oui, alors Et c'est là où donc, se joue la différence. parce que je viens d'avoir une discussion avec ma fille qui m'a dit la même chose. J'ai dit mais non, tu confonds tout. Mais donc c'est vrai. Non, c'est vrai dans le sens où en anglais, en fait, même si tu as juste une personne qui est liée à la situation, mais que tu sais pas si dans la situation c'est une fille ou un garçon, en fait, parce que c'est vrai qu'eux, ils vont pas avoir des pronoms qui vont être nominatifs. Quand ils vont dire j'ai un ami ou une amie, en fait, ils vont juste dire a friend. Et donc là, si vraiment tu veux spécifier, il va falloir dire female friend ou male friend, ce qui commence à alourdir un peu la phrase. Et du coup, en fait, ils avaient déjà cette structure grammaticale, entre guillemets, neutre, indifférenciée, qui existait, qui a été beaucoup repris par la communauté LGBTQ+, et du coup qui colle maintenant plus à certaines définitions que certaines personnes voudraient avoir d'elle, ou enfin oui, certaines personnes voudraient avoir d'elle. C'est vrai que ça pose du coup la question de l'évolution de notre langue, de l'évolution de notre société, de l'accessibilité à des pronoms neutres. Et de l'évolution du genre aussi, peut-être d'ailleurs, ou en tout cas de l'évolution de l'identification qu'on en a, et puis de la façon dont on le perçoit aussi également, non? Oui, et de l'acceptation aussi. C'est ça, c'est clairement quelque chose lié à la société. C'est vrai que la langue qu'on parle aujourd'hui, c'est pas la langue qu'on parlait en 1950, c'est encore moins la langue qu'on parlait il y a 100 ans ou il y a 200 ans, et je remonte maintenant encore plus en arrière que ça. Donc oui, la langue évolue en fonction de la société, ou vice-versa. Mais c'est vrai que je comprends les personnes qui ont des réticences, parce que ça fait peut-être un chamboulement un peu important en se disant ah oui, mais on modifie un peu les règles dans lesquelles la langue française avait l'habitude de s'écrire. C'est vrai qu'après, voilà, dans la langue française, le masculin qui l'emporte sur le féminin, l'écriture inclusive, tout ça, il y a plein de choses qui sont posées aussi sur des règles grammaticales anciennes qui pourraient être mises en question ou pas. C'est un peu, on va peut-être pas faire un référendum là-dessus non plus, mais c'est quand même une question de société. Donc oui, comprendre que des gens soient mal à l'aise parce que la langue évolue et que ça va pas forcément dans le sens qu'ils voudraient, parce qu'il y a une maturation de la langue en fonction de la société, et on pourrait avoir un attachement, un peu une sorte de fondamentalisme de la langue française. Donc je comprends des réticences là-dessus, mais en même temps offrir un vocabulaire pour pouvoir coller au plus de monde, c'est pas forcément une mauvaise chose. Finalement, le fait d'avoir IL, ça n'empêche pas d'avoir le IL et le L. Donc le fait d'avoir un pronom neutre qui rentre dans la langue française, ça n'enlève pas le fait d'avoir aussi des pronoms masculins, des pronoms féminins. Donc c'est peut-être naïf de ma part, mais
tant qu'on ajoute des choses dans la langue ou dans la société qui n'en enlèvent pas à d'autres catégories de personnes, finalement, c'est juste un peu plus de diversité. C'est vrai. Donc, dans ce C'est une cas-là, remarque. pourquoi pas? Mhm. Si du jour au lendemain, on devait passer tout à Yale et que dans la rue ou dans Là, la ce serait société, compliqué, je crois, à accepter. on basculerait, on bousculerait complètement les genres et les stéréotypes de genre et que voilà, plus personne ne s'identifierait comme homme ou femme ou comme garçon ou fille, oui, là, ça serait quand même un peu... C'est un peu ce qu'on essaie de compliqué. faire, bon, c'est notre sujet, mais avec les toilettes non genrées, où on veut des toilettes maintenant qui soient ni pour les femmes ni pour les hommes, mais pour tout le monde. Oui, c'est ça. Bah, la question se pose. C'est vrai que c'est, par exemple, quand on travaille dans des écoles, c'est des questions qui peuvent se poser assez fréquemment. Est-ce qu'on garde des toilettes pour les filles, des toilettes pour les garçons, des toilettes pour tout le monde, pour personne? Enfin, voilà. Bon, la question se pose. Ouais. Derrière, il y a aussi, en dehors de juste une histoire de langue, il y a aussi des questions de sécurité, d'appartenance qui se jouent. Et donc, oui, peut-être que ça permet d'avoir un peu plus de visibilité sur une partie de la population qui, jusqu'alors, n'avait pas de quoi se définir. Bon. Est-ce que ça serait pas plutôt discriminatoire justement de vouloir à tout prix trouver des cases pour certaines minorités que de vouloir justement les englober au point que les gens finiraient peut-être à un moment donné par se définir selon leur orientation sexuelle et non plus selon leur profession ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui me semblerait être le cas en l'occurrence là. Je ne sais pas si c'est vraiment se définir uniquement avec ce pronom-là, c'est plus... je pense qu'une personne non-binaire, comme n'importe qui, ne va pas se définir juste par son genre ou son mélange ou son absence de genre, tout comme on a tous voilà, une histoire, une identité, une profession, et que tout ça s'entremêle. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber non plus dans le superflu, dans la revendication du moindre, entre guillemets, détail. Après, c'est peut-être aussi parce que d'un point de vue hétéronormé ou d'un point de vue binaire, voilà, si on fait partie de cette majorité qui se reconnaît dans le binaire fille-garçon, peut-être qu'on a du mal à comprendre quelles sont les interrogations au quotidien que peuvent se poser les personnes qui sont dans cette catégorie-là. C'est vrai que se pose la question, est-ce qu'on commence à catégoriser tout le monde ou est-ce qu'on dit, bon, bah, vivons sans étiquette? Je pense que peut-être que certains se disent, si on vit sans étiquette, on vit sans représentation, et donc sans légitimité dans l'espace public. Donc c'est peut-être aussi une forme de recherche d'identité, de recherche de légitimité que d'avoir ce pronom-là supplémentaire. Mais c'est sûr que ça fait une transition dans la langue française, ça fait un changement, ça fait une évolution de la langue française, ça c'est indéniable. Ouais. Mais bon, comme je dis, il a été accepté Enfin, il est rentré dans le Petit Robert, mais je ne sais pas s'il est encore reconnu par l'Académie française. Enfin, ils sont souvent en retard sur beaucoup de choses à l'Académie française, donc il faudra voir avec le temps. Moi, je fais confiance à la langue. Je pense que tout ça évoluera naturellement. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de polémiquer énormément autour de tout ça. Bah, c'est vrai que ça peut être plusieurs, plusieurs opinions, plusieurs partis politiques, plusieurs courants de pensée qui s'affrontent sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte aussi l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société, par exemple en France, au Danemark aussi, qui a accepté le mariage homosexuel depuis plusieurs années, qui autorise l'adoption pour les familles monoparentales ou de même sexe également. Donc il y a une sorte d'évolution de la loi. Pourquoi la langue ne suivrait pas forcément ça pour y coller et être dans un système plus inclusif? Mais c'est vrai que il y a peut-être aussi la question de si on multiplie les étiquettes, est-ce qu'on risque pas de se perdre dans les labels et de plus savoir trop comment s'en sortir? Bientôt, il nous faudra un dictionnaire spécifique des nouvelles expressions pour pouvoir repérer l'identité de quelqu'un. Mais peut-être que ça... C'est complexe. Comme ça, c'est vrai, la langue française. C'est ce que je me suis dit. Riche, Si je dois commencer à expliquer à mes élèves qu'il n'y a pas juste il et elle en français, mais qu'il y a liel, je ne sais pas si ça va bien passer. Il faut leur dire que c'est une possibilité, mais que c'est pas forcément quelque chose de très souvent utilisé. Là à ce qu'on ait des livres ou des magazines entièrement écrits avec ce pronom-là, on n'y est pas encore non plus. Ouais, non.
Non, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a eu cette proposition qui a été faite et puis que, voilà, maintenant, donc, 10 ans après, c'est rentré dans la langue française, en quelque sorte, l'utilisation de ce pronom. Ouais, Donc, mais c'est vrai qu'il y a des mots qui sont des mots de jargon, Ouais. du verlan, des expressions voilà, qui sont utilisées par les jeunes ou qui étaient utilisées par les jeunes il y a 10 ou 15 ans, qui n'existaient pas, et puis finalement les dictionnaires les ont Bien sûr. plutôt bien Et inclus. même l'envers du verlan, Oui, non mais voilà, c'est ça, maintenant on revient au véritable mot. c'est très Mais, compliqué à expliquer à un Danois qu'on ouais. parle en verlan et puis parfois on retourne encore le verlan pour que ça fasse un autre mot. Alors là, tu vas nous les perdre. Hein. Eux, ils nous perdent avec la manière dont ils calculent et les chiffres, mais alors je peux te dire que nous, avec tous les autres mots, on va les perdre aussi. Ouais. Voilà, c'était donc sur ce fameux pronom-là. Alors, dernière actualité que je voulais discuter, c'était le reconfinement en Autriche. Un reconfinement avec de lourdes amendes à la clé pour celles et ceux qui ne le respecteraient pas. J'ai cru voir des amendes de l'ordre de 500 à 3600 euros. C'est quand même énorme, 3600 euros. Je me dis, waouh. Il faut bien renflouer les caisses de l'État. Oui. Et puis, la vaccination pour la Covid, elle est décrétée obligatoire en Autriche dès février 2022. Un caractère obligatoire qui, évidemment, suscite pas mal d'émoi et fait un peu craindre aux populations que les autres gouvernements européens soient tentés de prendre une mesure semblable. Alors, il est vrai qu'il est difficile d'enrayer l'épidémie et qu'elle repart de plus belle. Je me posais la question de savoir si on peut imaginer une mesure semblable en France ou même au Danemark. La question se pose. C'est vrai qu'on parle en France de 5e vague fulgurante, on parle de montée des chiffres, il y a certaines écoles qui ferment ou des classes qui ferment, donc voilà, on est à nouveau dans quelque chose de très conflictuel, entre guillemets. Là, l'Autriche, de ce que j'ai lu, ils repartent aussi pour un confinement de 3 semaines. Donc c'est vrai que, parce qu'ils ont déjà des services d'urgence dépassés, en fait, donc ils ont des mesures un peu draconiennes, parce qu'ils sont déjà un petit peu en état d'urgence. Mais... donc ils partent en confinement pour 3 semaines à partir d'aujourd'hui. Après, l'Autriche n'a que 66% de vaccinés, ce qui est en dessous de la moyenne européenne. Donc peut-être que c'est une manière aussi de contrer un peu ce déficit par rapport aux autres pays voisins, de ne pas être vu comme le vilain petit canard de l'Union européenne. Donc peut-être que c'est un des leviers qu'ils ont. C'est obligatoire qu'à partir de février, donc les gens ont la possibilité de se faire vacciner entre-temps dans les 3 prochains mois. Mais c'est vrai que ça pose la question de liberté individuelle, de gouvernement, totalitarisme, etc. Donc ça, c'est assez oui, il parle carrément de dictature fasciste dans les médias. Ça peut être repris, oui. Et ce qui est marrant, c'est que c'est l'extrême droite qui reprend ce mouvement. Bah oui, évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être source de dérive. Après, l'Autriche, c'est pas les seuls à prendre des mesures draconiennes. Singapour a annoncé, alors qu'ils ont déjà 85% de vaccinés, donc ils sont parmi les plus vaccinés au monde, ils ont plus de 5 millions d'habitants vaccinés, donc qui est très nombreux, qui est un très grand chiffre. Ils ont annoncé qu'à partir du 8 décembre 2021, donc là dans à peine un mois, ils n'allaient plus rembourser les frais de santé liés à l'hospitalisation des gens non vaccinés pour la Covid. C'est-à-dire que les gens qui sont en soins intensifs pour cause de Covid et qui seraient là-bas non vaccinés n'auront plus leurs soins remboursés. Ils pourront faire appel à des assurances privées, à des mutuelles privées. Donc encore, ça risque de faire une fracture sociale un petit peu entre ceux qui auraient les moyens de se payer des frais de santé et pas les autres. Mais en tout cas, ceux qui n'auraient pas ceux qui n'auraient pas été vaccinés n'auront plus leurs frais d'hospitalisation, de réanimation, de services d'urgence remboursés. Donc ça c'est valable pour tous ceux qui sont en âge de se faire vacciner et sans problèmes médicaux, c'est-à-dire que les personnes qui pour raison médicale avérée et les moins de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner, eux même s'ils ont la Covid et qui sont hospitalisés, ils pourront avoir leurs frais de santé remboursés. Mais là encore une fois c'est une décision qui est prise un petit peu pour endiguer ça, sachant que Singapour s'en est quand même très bien sorti jusqu'à maintenant. Ils ont eu très peu de cas et très peu de décès aussi, mais là ils commencent à avoir des chiffres qui augmentent avec 2 à 3 000 cas positifs par jour, ce qui était un de leurs pics en fait par rapport au passé. Eux, ils n'ont pas été tant touchés que ça. Enfin, ils ont fermé toutes les frontières, donc ils risquaient pas d'être très touchés non plus. Mais voilà, il y a ça qui se met en place. Il y a aussi les émeutes
C'est en Guadeloupe. En là, Guadeloupe, qui oui, ont pas mal lieu d'émeutes en ce actuellement. moment. Ils ont envoyé des forces de police. C'est ça, ils ont Ouais. envoyé le RAID ou le GIGN là-bas, carrément, parce que, en fait, des personnes qui étaient anti-vax ou anti-mesures sanitaires depuis le début des vagues épidémiques, ils étaient plutôt actifs sur les réseaux sociaux, sur les médias, à décourager les gens de se faire vacciner, y compris décourager les soignants à se faire vacciner. Donc il y avait beaucoup de pression dans les Antilles pour justement lutter contre le schéma vaccinal. Et les personnes qui étaient vraiment les plus engagées dans cette lutte contre la vaccination, avant passé par les mots et par les médias, et maintenant passe par du vandalisme, de la détérioration des magasins, des boutiques mis dans tous leurs états. Donc il y a une virulence, il y a une réaction violente de ces partisans qui étaient avant plus actifs de manière, entre guillemets, passive sur les réseaux sociaux et les manifestations, mais pas avec un caractère aussi violent. Donc là, y a des gens qui ont perdu tous leurs magasins, qui ont été saccagés à cause de ce vandalisme qui a été suite aux différentes mesures qui ont été prises, sachant que cet été, les Antilles ont connu une vague épidémique très importante, et que du coup, c'est pour ça que beaucoup de mesures ont dû être mises en place là-bas. Et comme c'était un des départements les plus... Oui, de toute façon, ça a été beaucoup plus compliqué dans les dom-toms qu'en France. Et comme ils étaient beaucoup plus réticents à la vaccination qu'en France, alors que déjà en France, on n'était pas forcément tous motivés, c'est vrai que ça a suscité beaucoup de problèmes. Et là, ça engendre des problèmes de sécurité, d'insurrection. Mais là, il faudrait aussi peut-être que la France se remette en question, parce qu'on est assez gâtés en France, les Français, même les Français pauvres sont assez gâtés, mais il y a beaucoup d'énormes problèmes de chômage dans les dom-toms qui est à la base généralement de ces insurrections qui sont assez fréquentes. C'est pas juste à cause du corona. Oui, non, mais c'est sûr que la situation là maintenant, mais ça arrive assez souvent que les gens se rebellent, parce que c'est leur seul, comme ils disent, leur seul moyen de s'exprimer, d'être entendus, parce qu'il n'y a pas de moyens dans leur pays. Est-ce qu'il n'y a pas de mésinformation aussi, de méconnaissance, de mésinformation qui circulerait encore plus qu'en France, ou qui aurait un sujet, qui aurait un public plus propice Il y a plusieurs choses qui s'entrecroisent là-dessus. Mais c'est vrai que, demander le vaccin et l'obligation vaccinale, ça pose débat quant aux libertés individuelles, mais en même temps, est-ce qu'on va se prendre 50 vagues à la suite? Est-ce qu'on va refaire des confinements et limiter la liberté de tant de personnes juste parce que certains ne sont toujours pas vaccinés? Bon, le problème, c'est que moins il y a de gens vaccinés, plus la maladie peut se transmettre, sans forcément avoir des formes graves, mais elle peut se transmettre. Plus elle se transmet, plus elle mute, parce que naturellement, des mutations peuvent arriver dans les codes génétiques des êtres vivants, et donc les virus, si on considère que ce sont des êtres vivants, c'est encore une controverse, mais là, on n'est pas là pour ça, vont pouvoir muter, faire de nouveaux variants, et du coup, finalement... Qui risquent peut-être d'être plus dangereux, on ne sait pas. Voilà, c'est ça, pour lesquels les vaccins ne nous protégeraient peut-être pas. Donc finalement, laisser les virus circuler, c'est favoriser les mutations, et favoriser les mutations, c'est favoriser des formes potentiellement plus graves si on n'est pas bien immunisé contre elles. Alors qu'au contraire, le plus on est vacciné, le moins on transmet, même si on peut toujours transmettre encore un peu, c'est pas infaillible, le moins on a de formes graves et le moins on a de décès, même si c'est pas 100% efficace non plus, soyons honnêtes là-dessus, hein, on n'a jamais personne n'a dit, ça sera 100% de gens qui seront protégés avec le vaccin. Mais ça avantage quand même la restriction de la contamination, et donc la variation et les mutations va être limitée. Donc c'est ça l'intérêt en fait, qu'on ne se retrouve pas à devoir avoir 10 campagnes vaccinales en 10 ans parce que le virus mute 6 fois par an. Oui, et puis beaucoup d'hospitalisation, parce qu'il faut pouvoir, quand les gens sont hospitalisés, ça prend les places les lits d'autres malades, et donc le système de santé est beaucoup plus lent pour d'autres maladies. Oui, exactement. Donc le nombre de personnes qui ont eu leurs opérations, leurs interventions repoussées, et qui du coup, les maladies qu'ils pouvaient avoir ont pris de l'ampleur et se sont aggravées. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là aussi de malades qui attendent des traitements et qui sont impactés par les lits d'hôpitaux pris en réa pour le Covid. Et je regardais justement, il y a 2 autres États dans le monde qui ont une vaccination obligatoire.
c'est le Tadjikistan et le Turkménistan. Voilà. Donc on va clore ce sujet sur cette phrase et on va passer à une petite musique. Et la musique que j'ai choisie ce soir, c'est Rendez-nous la lumière de Dominique A. Radio Escapade. Voilà, de retour au studio, il est 21h23, on a bien parlé des news de la semaine et là on va passer à une chronique. Et pour cette chronique, j'ai voulu m'intéresser à l'écriture et à son processus. Alors déjà, je vais poser deux définitions avant de commencer car je vais parler d'écriture script et d'écriture cursive. Alors l'écriture cursive, c'est la fameuse écriture en attaché, celle que l'on apprend dans les petites classes. En grande section de maternelle, en CP, quand on fait ses pages d'écriture pleines de boucles et de rondeurs. L'écriture script, c'est celle que l'on retrouve dans les journaux, les livres, les lettres étant celles des caractères d'imprimerie, des lettres bâtons, comme on dit, détachées les unes des autres. Alors, je voulais savoir comment cela, écriture script et écriture cursive, se dit en danois. Car depuis des années que j'enseigne, je me suis rendu compte qu'il ne m'était pas possible au Danemark d'écrire au tableau en attaché, les élèves n'arrivant pas du tout à lire mon écriture. Je suis donc passée de manière insidieuse à une écriture de plus en plus script, aussi à la maison, avec toujours le sentiment que quand j'écris en écriture script, je me concentre sur la forme des lettres et j'ai l'impression d'avoir moins de suite dans les idées que quand j'écris en attaché, tant cela me demande plus de concentration. Donc en danois, écriture script se dit form skrift et écriture cursive se dit skråskrift. Écriture penchée aussi. Et en lisant des articles sur le sujet, je me suis rendu compte que l'impression que j'avais, celle dont je viens de parler, celle de moins entraîner ma pensée lors de l'écriture script, colle avec les nombreux levés de crayon que l'écriture script impose. Alors je m'explique. En effet, pour avoir une écriture script, on se concentre sur la forme des lettres. On écrit chaque lettre de manière indépendante, ce qui ralentit la production. L'écriture cursive, elle, permet un débit écrit plus rapide, même si elle est un peu plus compliquée à utiliser au départ pour tous les jeunes qui doivent l'apprendre. Ça demande beaucoup plus de discipline quand on est petit. Alors, une fois le processus de l'écriture cursive enclenché, l'écriture cursive a un caractère plus automatique, avec moins de levées de crayon fréquents, ce qui permet de mieux se concentrer sur la syntaxe, mais aussi de suivre le flot d'idées qui vient à l'esprit, de suivre le cours de sa pensée. Et la pensée aime aller vite, comme vous le savez. Donc le sentiment de pouvoir mieux coucher ses idées sur le papier et organiser ses pensées avec l'écriture cursive est bien réel. Voilà pour cette petite introspection. Mais qu'en est-il des avantages et désavantages de ces écritures à une échelle plus grande? Alors les avis divergent beaucoup à ce sujet. Certains pays, dans l'apprentissage de l'écriture, privilégient l'écriture script. C'est le cas des États-Unis et de la Finlande. Et au Danemark, l'écriture script devient un peu la norme aussi, surtout depuis le début des années 80, même si on trouve encore quelques écoles qui pratiquent l'écriture cursive. C'est plus au bon vouloir du maître. C'est lui qui choisit s'il a envie de faire, si ses élèves doivent apprendre l'écriture cursive ou script. Alors l'écriture script permettrait, et je souligne que je mets volontairement ce verbe au conditionnel, permettrait d'apprendre à lire plus rapidement, car c'est elle que l'on retrouve dans les livres et les journaux, d'autant plus à une période où tout est numérisé. Pourtant, lors de l'apprentissage de la lecture, l'écriture cursive a aussi un avantage. Elle permet de bien délimiter les espaces entre les mots, les lettres étant attachées entre elles, et faciliterait elle aussi ainsi la lecture et la reconnaissance des mots qui apparaissent un peu. On peut dire que les mots sont photographiés, vu qu'il y a un bel espace entre eux, c'est plus facile de les photographier. Alors de plus, comme je l'ai souligné précédemment, au niveau de la production d'écrit, l'écriture cursive appelle à l'enchaînement des gestes. Elle permet à l'enfant d'écrire plus vite et rend plus fluide le mouvement graphomoteur, ce qui aide l'élève à ne pas perdre le fil de ses idées. Dans l'écriture script, les lettres détachées sont plus lentes et plus énergivores à produire que les lettres attachées en raison de tous les levés de crayon qu'on doit faire, ce qui peut retarder l'automatisation du geste d'écrire.
Et l'automatisation du geste d'écrire a des avantages certains. Il permet à l'élève de se concentrer sur les autres opérations de l'écriture qui englobent l'organisation, la créativité, l'orthographe, la syntaxe, la conjugaison. Donc il est dur de dire quelle écriture est la meilleure pour apprendre à lire et à écrire, même s'il semble que l'écriture cursive présente des avantages sur le long terme et l'écriture script sur le court terme. Le mieux encore, c'est d'apprendre les deux. Et j'en viens à la dernière partie de ma chronique. De toute façon, aujourd'hui, écrit-on encore? Saura-t-on écrire encore dans 20 ans? Le passage aux tablettes dès les petites classes fait que les élèves ont de plus en plus de mal à avoir une écriture manuscrite aisément lisible. Moi, j'ai des élèves de 16 ans qui écrivent comme des enfants de 6 ans. Ils n'arrivent pas à lire une écriture manuscrite sur une carte postale, par exemple. Ils n'arrivent pas du tout à la déchiffrer. Et c'est le côté pervers de l'utilisation des tablettes. Mais ce n'est pas le seul. Il semblerait aussi que l'utilisation intensive des tablettes fait moins travailler notre mémoire. Alors, dans notre monde de culture numérique, certains pourraient croire que l'apprentissage de l'écriture est sans intérêt et gaspille un temps d'apprentissage précieux. Mais frapper la touche D sur un clavier ne relève pas du même processus mental que de coucher la lettre D sur du papier. Nombre d'études le montrent, le cerveau, les connexions neuronales du cerveau sont beaucoup plus actives lors de l'écriture manuscrite. Écrire à la main permet de faire beaucoup plus d'erreurs et de les visualiser, et ça c'est important de pouvoir les visualiser, alors que la touche supprimée du clavier est trop facile d'accès. Et se tromper, eh bien, c'est essentiel dans l'apprentissage. C'est dans ces moments-là que l'on crée alors ses propres stratégies de mémorisation pour ne plus faire l'erreur. L'écriture manuscrite demande plus de réflexion, d'application, d'attention, et ça, c'est très très bon pour notre cerveau. Alors, je ne vous cache pas que j'ai écrit cette chronique directement sur tablette, car cela permet d'organiser ces paragraphes plus rapidement. On peut effacer, déplacer, c'est vraiment pratique. Donc le numérique a aussi ses avantages. Mais lorsque je dois écrire et me connecter à moi-même, pour réfléchir à un problème personnel, ou tout simplement pour pouvoir y voir plus clair dans un exposé, lorsque tout devient flou sur écran, je reviens souvent à l'écriture manuscrite pour mieux organiser mes idées. Espérons donc que l'humanité n'abandonne pas totalement le papier, le crayon, car comment allons-nous communiquer si nos outils numériques subitement un jour cessent de fonctionner? Ça peut arriver. Serons-nous encore capables d'écrire à la main et de nous lire les uns les autres? Arriverons-nous encore à déchiffrer lettres et vieux manuscrits? Et ne trouverons-nous pas cela trop douloureux d'écrire à la main? Qu'on n'a plus l'habitude, ça peut être douloureux. Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose et sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous écrivez, vous, sur tablette, plutôt sur tablette ou plutôt à la main ou un mélange des deux? Moi j'écris, quand j'étais à l'université, j'utilisais beaucoup mon ordinateur, mais quand je suis chez moi, j'utilise beaucoup le papier, j'aime bien. Je trouve ça plus... j'ai plus de facilité à rassembler mes idées et ça me paraît plus fluide aussi pour écrire. Je suis contente que tu penses la même chose. Parce que je me suis souvent posé la question, mais pas sans savoir mettre de mots dessus. Je sentais que j'arrivais mieux à écrire, tu vois, à la main. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'ai la réponse, je suis contente. Et toi, Aurélie? Alors, est-ce que ça serait pas aussi une histoire d'habitude? Parce qu'on fait encore peut-être partie des générations, surtout si on a été élevé en France, qui ont appris à écrire, à structurer nos idées. Si on a été au lycée, on a eu les bacs de français, bacs de philo et compagnie qui étaient par définition à l'écrit, pour lesquels il fallait faire un plan, un brouillon, une organisation. Moi, je me souviens avoir passé des épreuves avec plus de surligneurs que de stylos pour écrire. Donc, j'avais un code couleur, un code avec des chiffres. Enfin, j'avais cette espèce d'organisation où, comme tu dis, les idées foisonnent. Et après, avec un code couleur, avec une légende, une manière de structurer sa pensée, on peut un petit peu arriver à des arguments, à des paragraphes argumentés, à des dissertations, etc. Donc, est-ce qu'on ne serait pas encore dans cette habitude, dans cette éducation-là, dans cette culture-là, de mettre nos idées à l'écrit et après de les structurer, quitte à après à passer sur un site, un ordinateur ou une tablette par la suite. Mais c'est vrai que
Moi, c'est encore quelque chose que j'ai d'habituel. Là, les notes que j'ai prises pour aujourd'hui, je les ai prises De manière manuscrite. manuscrite, sur papier, alors que j'aurais pu faire des copier-coller de mon ordinateur, parce que pour le coup, la plupart des informations, je les ai trouvées en ligne. Je n'ai pas forcément lu une presse écrite ou écouté une presse à la radio ou à la télé. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense que c'est plutôt habituel. Je suis encore dans cette habitude-là de me faire des to-do list, de me faire des prises de notes, ça m'arrive d'aller assister à des conférences et de prendre des notes. Et je vois des gens, par exemple, prendre des notes sur leur téléphone, et moi, ça, j'y arrive pas. C'est très compliqué. Me concentrer à taper sur mon téléphone ou une tablette ou même un ordinateur et à prendre des notes pendant que quelqu'un est en train de me raconter quelque chose, je sais pas, je préfère prendre des petites notes sur le papier, quitte à mettre, alors après c'est un peu le bazar mais je m'y retrouve, quitte à mettre des flèches, à mettre des accolades, des machins, des choses comme ça. Mais ça demande de l'entraînement aussi, je pense, parce que j'ai vu des gens utiliser leur portable aussi pour prendre des notes, et ils ont un petit stylet, donc ils écrivent avec ce petit stylet sur leur écran, et moi j'en serais incapable parce que je sais pas, j'appuie trop sur ce stylet ou l'écran est trop lisse, j'arrive pas à produire une écriture manuscrite correcte sur un portable encore. Mais peut-être que les générations futures sauront mieux le faire. Moi, c'est une question que j'ai rencontrée aussi quand on était en enseignement à distance et j'enseigne la biologie et du coup on a des schémas bilans, des schémas fonctionnels, plein de choses qui fonctionnent avec des traits, des flèches, des couleurs, et en ligne c'était compliqué de pouvoir faire ça. Quand je le faisais avec ma souris sur mon ordinateur, on avait l'impression que j'avais 4 ans et que je faisais des gribouillages, donc j'étais obligée de tout refaire au propre parce qu'après mes élèves, si je leur donnais ça, ils étaient complètement hallucinés. Là je suis passée à la tablette graphique, donc c'est aussi un autre outil qu'il faut prendre en main, où j'ai la possibilité d'utiliser un tableau blanc en ligne avec différents outils graphiques, et puis j'ai un espèce de stylet qui est écrit sur une tablette, un peu comme un iPad, et là je peux compléter, faire des schémas, je peux même écrire des formules chimiques, des formules mathématiques assez facilement, alors que pour les taper, pour le coup, ça c'est compliqué parce qu'il faut rentrer dans des logiciels de traitement de texte spécialisés en mathématiques ou en formules chimiques. Donc il y a des avantages à ça. Mais moi, je trouve que c'est des attraits pour les outils numériques qui s'ajoutent à ce qu'on avait l'habitude de faire de manière manuscrite. Et c'est vrai que maintenant, se pose la question de est-ce qu'on lit des livres ou est-ce qu'on lit plutôt des livres sur tablette ou sur liseuse? Est-ce qu'on tape plutôt qu'on écrit? Est-ce qu'on a tendance aussi plutôt à être tout le temps avec des communications numériques, des vidéos, des informations qui nous arrivent comme ça, alors que peut-être qu'au préalable, on avait plutôt l'habitude d'avoir des informations à l'oral ou la radio ou des choses comme ça qui ont peut-être tendance à se perdre. Donc je crois qu'il y a aussi une évolution des mœurs, peut-être pas, mais en tout cas des habitudes. Et je sais que par exemple, il y a certains élèves, certains lycéens entre 14 et 18 ans, ils vont, par exemple, quand ils vont faire un remue-ménage et qu'ils vont essayer de trouver des idées pour un exposé, et ils vont tous se mettre sur un document collaboratif, une sorte de Google Docs, ils vont mettre leurs idées, ils vont se les partager, ils vont se faire surligner des commentaires, etc. Et donc ils vont participer à structurer leurs idées en ligne. L'avantage de ça, c'est qu'ils peuvent faire des exposés chacun chez eux, ils sont pas obligés de se retrouver. Avec les confinements et compagnie, on n'était pas forcément obligés de se voir entre élèves pour travailler. Je sais que j'ai beaucoup de gens dans mes promotions quand j'étais à la fac qui prenaient des notes tapées pendant que le prof parlait. Et en fait, moi je trouvais que certains ils y arrivaient bien, et moi je trouvais que ça faisait trop, parce qu'on avait déjà finalement les schémas des enseignants qui nous étaient donnés. Par-dessus, moi je prenais des notes par rapport à ce qu'ils disaient, mais je gardais cet aspect papier. Et d'autres, au contraire, passaient par l'aspect prise de notes sur ordinateur, et après ils les reformulaient, ils les imprimaient, ça faisait leur fiche de révision comme ça. Moi, ça dépend aussi des mémoires qu'on a. Moi, je pense qu'avec entre la mémoire, j'ai plus une mémoire visuelle et aussi une mémoire motrice qui font qu'en écrivant, je vais avoir tendance à retenir, parce que si j'écris un plan, je vais me souvenir de ce plan et de la manière dont j'ai structuré mes idées, alors que si je fais que juste lire sur un ordinateur, j'aurai le visuel, mais j'aurai pas le côté moteur qui va avec. Donc peut-être que ça dépend aussi de nos aptitudes. Tout à fait, moi j'ai remarqué aussi, j'ai beaucoup de mal à voir les fautes sur l'ordinateur, alors que je les vois tout de suite à l'écrit, mais je sais pas, c'est...
Mais le cerveau est, pour faire l'éloge de l'écriture Mm. manuscrite, le cerveau est bien plus actif pendant qu'on écrit, parce qu'il active Mm. des zones, toutes les zones se référant, par exemple le cortex moteur, qui se réfère donc à la motricité, le contrôle des gestes, etc. Et par association d'idées, par exemple, ça permet aussi de mieux mémoriser le sens des mots. Donc je pense personnellement que ça peut être un outil pédagogique bien plus intéressant que l'utilisation d'une tablette, par exemple, ou d'un ordinateur, ouais. Qui permet pour autant, comme tu l'as rappelé Aurélie, un gain de temps. Mais outre le gain de temps, bon, il y a aussi le fait de parler des avantages, peut-être, d'un point de vue pédagogique aussi. Ouais, la mémorisation. Je sais que c'est un outil, l'outil numérique, que je propose à certains enfants qui ont des dyslexies, des Ouais. problèmes d'organisation de leurs idées, des dyspraxies, etc. Et pour eux, ça peut être un avantage. Premièrement, parce qu'il y a des correcteurs orthographiques. Donc déjà, ils n'ont pas à se soucier à cette lourdeur de l'orthographe qui peut leur peser. Et puis, des fois, il y a aussi des élèves intellectuellement précoces qui vont avoir des idées un peu buissonnantes. Et du coup, ils vont partir un peu en freestyle avec plein d'idées. Et quand ils font ça sur une copie, on se retrouve avec des astérix de partout, des renvois à la page suivante, etc., qui sont un peu chaotiques au niveau de l'organisation. Et quand ils le font sur ordinateur, ils déplacent leur paragraphe et ça peut gagner en lisibilité. Donc il faut avoir peut-être des outils adaptés à chacun. Mais c'est vrai que garder un peu de manuscrit me paraît quand même nécessaire. Même si dans la vie future, il y a beaucoup d'emplois qui feront appel aux outils numériques et à l'ordinateur, à l'envoi de mails. C'est vrai qu'en général, on ne peut pas s'en passer de nos un jours, client, c'est sûr. un collaborateur, Ouais. on va pas forcément trop lui envoyer une lettre ou un courrier manuscrit. On va plutôt passer par des courriels ou par même des chats des fois. Maintenant, ça ferait bizarre d'envoyer une lettre manuscrite. C'est ça, à son chef. maintenant mais Elle maintenant, arrivera dans 3 jours. envoyer une lettre manuscrite, c'est presque... D'accord, soit une lettre à la maison, maintenant, C'est ça. c'est un Puis cadeau même presque. Quand on en rédige une, on sait qu'on ne rédige pas des lettres tous Ouais. les jours ou tous les mois, Mhm. et c'est vraiment anecdotique. Mais c'est aussi une preuve d'effort, finalement, Ouais. de se dire, tiens, allez, je fonctionne encore à l'ancienne. Alors, par exemple, la Poste en France, c'est adapté à ça. Maintenant, on peut envoyer des lettres en ligne ou des lettres numériques. C'est-à-dire qu'on va sur l'application de la Poste, on écrit sur un ordinateur nos lettres, et après... beaucoup de temps à arriver d'ailleurs. Ouais. Et après, il se charge de l'imprimer et de l'envoyer. Donc maintenant, il y a aussi des services qui s'adaptent aux nouvelles pratiques D'accord. et aux nouveaux besoins des consommateurs qui sont H24 sur leur téléphone, leurs ordinateurs et leurs tablettes. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'on a toujours quasiment, si on a un smartphone, on a toujours cet outil à portée de main. Et donc c'est vrai que le nombre d'heures qu'on va passer dessus et qu'on va écrire dessus est relativement important. Et des fois, on fait même multitâche avec notre ordinateur, notre téléphone, parfois même la télé, encore plus. Parfois double écran aussi. Moi, quand je fais mes visios avec mes élèves en distanciel, on est avec 2 écrans, un que je leur projette et un pour voir leur tête, pour être sûr qu'ils s'en aillent pas au milieu de ma présentation. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des adaptations aux nouveaux outils numériques C'est qui clair, sont pas c'est négligeables. clair. En tout cas, vaut mieux pas devenir graphologue, je crois. Ouais, C'est un métier qui va se perdre, je pense. sauf pour les médecins. Et encore, les médecins, on y a gagné, maintenant ils tapent les ordonnances, donc c'est... Ah bah là, ça doit être plus clair par contre, Ouais, c'est sûr, ouais, c'est un avantage là. les pharmaciens qui ont gagné au change. Ouais. Mais il y a eu pas mal d'études qui ont été faites justement sur la production d'écrits entre les élèves qui privilégient donc l'écriture manuscrite et ceux qui privilégient l'écriture sur tablette. Et par exemple, si on fait une rédaction, les élèves qui écrivent à la main ont des rédactions beaucoup plus longues, beaucoup plus, je dirais pas intéressantes, mais denses, ouais, que les élèves qui l'ont fait sur tablette. Elles sont généralement très courtes et pas très développées. Donc je pense que le fait que l'écriture manuscrite active le cerveau quand même joue un rôle prépondérant dans l'apprentissage. Donc finalement, de continuer à demander aux élèves de faire des rédactions manuscrites, je pense que c'est très bon. C'est pas une mauvaise chose. C'est très bon, ouais. Peut-être que c'est l'exception du lycée français qui oui, c'est l'exception. Au Danemark, c'est l'exception, vraiment. Qui fait l'exception à la règle. C'est très bien, voilà. Et toi, Romain, tu écris plus à la main ou... Non, à mon grand regret, je fais tout à l'ordinateur. Tu fais tout à l'ordinateur aussi, ouais. D'accord. Ok, bon, petite pause. On va mettre une musique justement sur l'école d'un chanteur pour enfants, mais qui est très poétique et que j'aime beaucoup. Il s'appelle Aldebert et la chanson s'intitule Pour louper l'école. Radio
escapade. Voilà, on va pas rater la fin de l'émission. Parce qu'on a Aurélie. Et Aurélie, elle va nous parler de Noël, des marchés de Noël, de Tivoli et de salon de thé. À toi, Aurélie. Exactement. Alors, effectivement, vous êtes peut-être au courant, il y a plusieurs marchés de Noël qui se sont mis en place depuis la semaine dernière. Je vais vous en parler de deux principalement. Vous avez le marché de Noël de Kongens-Notov qui est ouvert donc du 12 au 22, du 12 novembre au 22 décembre, qui est situé juste à côté de l'ambassade de France, en face de l'hôtel d'Angleterre. Et donc cet endroit-là, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des photos avec le Père Noël du jeudi au samedi, donc jeudi, vendredi et samedi de 13h à 17h. Et puis il y a aussi évidemment tout plein d'exposants pour lesquels vous pouvez vous arrêter. Donc ça c'est le premier marché, un assez grand marché qui fait aussi appel à des vendeurs normalement français, italiens et norvégiens, en plus de producteurs danois ou locaux. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire. C'est juste en face de l'ambassade, à côté de Notov, de Kongens-Notov et de Nyhavn. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième que je peux citer, c'est celui qui est à Högsbroplatz. Donc lui, il est vraiment situé en plein centre-ville. Et il est ouvert jusqu'à 19h les lundis, mardis, mercredis et dimanches, jusqu'à 20h le jeudi et jusqu'à 21h le vendredi et le samedi. Donc il y a de quoi faire. Sur place, vous avez des exposants qui sont assez réputés, en particulier un exposant de grillades et de saucisses allemandes. Vous avez aussi la possibilité... Currywurst. Exactement, exactement. Vous avez aussi la possibilité d'avoir donc de la restauration légère avec un restaurant de burgers. Vous avez aussi évidemment des stands de chocolat chaud, de vin chaud, de cidre chaud. Vous avez des stands de... Alors je vais le dire comme je peux, Abelskive. Et Bleuskive. Voilà, exactement, ça. Donc ce sont ces fameuses petites sortes de crêpes rondes de quelques centimètres de largeur. Contrairement de la confiture ou du sucre glacé, du sucre glace. Donc avec voilà, chocolat chaud, vin chaud ou cidre chaud, ou en tout cas jus de pomme chaud, ça va bien ensemble. Vous avez aussi évidemment des artisans et des vendeurs divers et variés. Donc ça peut être l'occasion de faire une pause gourmande entre deux achats J'y suis passée, ça sent très bon. Ouais, c'est ouais, très dur de on se fait rien vite acheter. Hein. Exactement, on se fait vite alpaguer par les différents stands qui peuvent être présents. Il y a aussi un stand, je crois, qui fait des sortes de petites crêpes à la hollandaise, où c'est des sortes de mini crêpes, de mini pancakes, mais qui sont tous agglomérés et qui font une sorte de petits plats aussi. Okay. Donc voilà, plein de différentes choses dans ces deux endroits-là. Et l'avantage, c'est que ça ferme assez tard, donc on peut s'y promener en fin de journée, et il y a des lumières qui sont vraiment sympas. C'est des places vraiment dans des endroits en plein centre-ville et en vieux centre-ville, donc c'est des endroits qui existent depuis... Des centaines d'années et qui sont très réputés, et les illuminations, le décor, tout ça est très, très sympa. Donc si vous voulez vous faire une petite balade en centre-ville et puis vous arrêter à un marché de Noël, c'est vivement recommandé d'aller dans ces deux endroits-là. Et puis même celui qui est à côté de Nyhavn, à Kongens-Notov, il va être aussi très, très sympa. Tout le quartier va être éclairé avec les lumières de Noël, donc c'est très, très sympa de s'y balader. Un troisième que je vous suggère, mais qui va avoir lieu uniquement une journée, donc c'est dimanche 28, c'est dimanche-là à la fin de cette semaine, qui aura lieu de 10h à 17h, c'est le marché de Noël des étudiants et des personnels de la Royal Academy, qui vont vendre du coup leur production, leur création, que ce soit autant des poteries, des œuvres d'art, parfois même des objets du quotidien. Donc la Royal Academy du Danemark, elle est située derrière l'opéra à Christianshavn, et dimanche toute la journée, ils vont, les élèves, les étudiants, comme les professionnels et les profs finalement de cette académie vont exposer leur production et les vendre. Donc si vous voulez quelque chose d'original, d'artistique, d'artisanal, et fait par la crème du design danois, c'est l'occasion d'aller là-bas ce dimanche. Autre précision, Tivoli a réouvert avec son thème hivernal et son thème de Noël. Donc je ne sais pas si vous habitez en centre-ville ou si vous êtes passé devant. Quand on est de l'extérieur, on voit une allée centrale avec plein de cœurs rouges, plein de lampions, plein de lumières. Sur place, vous avez aussi possibilité d'avoir de la restauration légère
avec des boissons chaudes, que ça soit le vin chaud, le chocolat chaud, tout plein d'autres choses aussi. Vous avez également les friandises typiques de Noël qui sont sur ces stands-là, donc vous pouvez y aller. Ça a réouvert ce week-end, ça fermera le 2 janvier, donc c'est vraiment ouvert que pendant la saison hivernale, pendant le mois juste avant Noël. Du dimanche au jeudi, c'est ouvert de 11h à 22h, et le vendredi et le samedi, ils ont une nocturne qui finit à 23h, et ça ouvre tous les jours à 11h. Donc voilà pour Tivoli. Évidemment, vous pouvez aller vous y balader, faire les manèges, mais ils ont mis des stands spécifiques aux produits qu'on a l'habitude de consommer à Noël. Donc ils ont plusieurs stands de vin chaud et de friandises de toutes sortes pour fêter ça. Donc ils ont toujours des décors assez impressionnants. C'est toujours joli Tivoli. Là, ils ont quelle que soit la saison. Ouais, là, ils ont eu que 3 semaines pour faire la transition entre les décors de Noël d'Halloween et de Noël. Et de Noël, exactement. Et d'Halloween et de Noël, ouais, ils ont dû enlever les tonnes de citrouilles qu'ils avaient emmagasinées un peu partout pour le décor. J'ai vu qu'ils les ont donnés au jardin zoologique. Ouais. Ils pour peuvent. Les grands animaux, genre éléphants, hippopotames, qui se sont amusés avec tout ça. Ils se sont fait une plâtrée de citrouilles au cours des dernières semaines, là, bien comme il faut. C'est bien que ça soit pas gâché trop non plus. Mais il y avait vraiment de quoi faire. Donc à mon avis, là, il y a certains certains herbivores qui vont pouvoir manger du potiron pendant un moment. Donc voilà pour les marchés de Noël et les activités typiques de Noël. Si vous allez vous balader en centre-ville ou dans certains quartiers en périphérie du centre-ville, peut-être qu'entre 2 courses, 2 marchés de Noël ou 2 escapades Black Friday, n'est-ce pas, vous allez peut-être vouloir vous faire une petite pause douceur. Alors je vais vous parler de quelques endroits que je connais bien ou assez bien en centre-ville. Le premier dont je vais vous parler, le premier salon de thé, c'est le Bertels Salon. Bertels Salon, ils font des cheesecakes, dont, si ça vous intéresse, des cheesecakes gluten-free. Donc pour ceux qui seraient intolérants, c'est la bonne adresse. Ils ont 3 magasins différents dans Copenhague. Il y en a un qui est en centre-ville à Compagnie-Stræde, qui est ouvert tous les jours de 11h à 21h et qui ferme à 22h le samedi. Donc on peut même avoir des pauses gourmandes tardives le samedi si on s'est baladé. Ils ont un deuxième café à Gammelkongevej, qui est lui ouvert de 10h à 18h30, et un troisième un peu plus loin à Frederiksberg, qui est à Falconer Alley, qui est ouvert de 10h à 22h. C'est vraiment le spécialiste des cheesecakes dans Copenhague à ma connaissance, et du coup ils ont jusqu'à une trentaine de gâteaux possibles. Ils ont énormément de choix. Ils ont énormément de choix. Ils font salon de thé où on peut prendre juste une part, une boisson et puis s'installer. On peut évidemment leur commander des gâteaux pour des anniversaires, des événements, même pour des comités d'entreprise qui feraient des réceptions. On peut les commander à l'avance, mais il y a un choix dingue, et y compris sur leurs 30 variétés, il y en a donc au moins 5 qui sont gluten-free dans les cheesecakes au chocolat. Donc ça, c'était pour le premier endroit, le Bertels. Ensuite, il y a La Glace, ou La Glace Conditori. Donc ça, c'est un peu une institution à Copenhague, fondée en 1870, une des plus vieilles pâtisseries de Copenhague, et donc du centre historique de la vieille ville. C'est pas loin de Strø, et donc c'est dans une rue qui s'appelle Skobogade. Ça ouvre jusqu'à 18h. Par contre, ils servent plus à partir de 17h30 et parfois il y a la queue. Donc soyez vigilants. C'est toujours rempli en fait. C'est souvent rempli. Pensez soit à réserver, soit à essayer d'y aller dans un creux de la vague où il y a peut-être un peu moins de personnes. Le problème, c'est que moi, je sais pas trop quand est-ce que les Danois, ils ont tendance à prendre leur petit goûter ou leur petit snack. Et j'ai l'impression qu'à 10h, à midi, à 14h et à 16h, il y a du monde et qu'il n'y a pas vraiment de creux de la vague. Non, puis ça attire aussi les touristes de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est dans la rue commerciale, touristique, dans le plein centre-ville de Copenhague. Mais eux, leur spécialité, c'est les gâteaux à étage ou les layered cakes. Et donc, ça, c'est vraiment des choses typiques, un peu... Alors, soi-disant qu'ils sont d'inspiration française, mais en fait, moi, je reconnais pas tant de pâtisserie à la française dans les gâteaux qu'ils proposent, mais c'est vrai que c'est des gâteaux à étage avec de la crème entre chaque couche de moelleuse, un peu, chaque couche... Un peu comme des fraisiers, peut-être Un petit peu dans l'idée, ça va être un peu comme des fraisiers, des forêts noires qu'on pourrait connaître en France, mais remaniés à leur sorte. C'est vrai que c'est vraiment un salon de thé à l'intermédiaire entre l'ancien et le moderne, parce que le lieu est ancien, les traditions sont anciennes, c'est tenu de famille
en famille depuis des générations, donc voilà, la pâtisserie la plus vieille de Copenhague. Mais en parallèle de ça, ils sont un peu dans le renouveau, ils testent des différentes recettes. Ils ont, en plus des gâteaux à étage qu'ils vont faire, ils ont aussi des biscuits, des macarons, des assortiments de chocolat. Donc c'est aussi un endroit où les gens vont pas forcément pour se restaurer, mais ils vont faire leurs petites courses de Noël. Lorsque des gens sont invités, c'est assez fréquent qu'on aille acheter avant des biscuits, des macarons, des chocolats, des pralines à cet endroit-là. Et juste avant les fêtes de Noël, là, à partir de la semaine prochaine, la partie vente va être, à mon avis, aussi pleine que la partie restauration, ou en tout cas salon de thé, parce que voilà, il y a des gens qui y vont pas forcément pour se restaurer, mais vraiment pour acheter leurs petites friandises pour Noël, pour les fêtes, pour les repas, pour les sorties. Donc c'est assez fameux. Donc ça, c'était la glace, ou la glace conditorie. Le troisième endroit dont je voudrais vous parler, c'est pas forcément un salon de thé dans le sens où il n'est pas forcément... il peut pas accueillir du public, en fait, c'est juste un lieu de vente, mais c'est Sinister. Sinister, ça... C'est un nom un peu sinistre. Ouais, exactement. Mais Sinister, c'est situé donc en centre-ville, à Kronprinsensgade, et il est ouvert tous les jours, de 10h à 18h et jusqu'à 17h le samedi. Et eux, ils ont ouvert en septembre, et leur spécialité, c'est les cruffins. Les cruffins, c'est un mélange de muffins et en fait de croissants. Donc en fait, c'est des muffins, mais qui sont faits avec de la pâte feuilletée. D'accord. Donc c'est la Ça taille... doit être bon. Ouais, c'est pas mal. C'est la taille d'un muffin, mais avec de la pâte feuilletée. Ils font aussi des rolls, donc n'importe quel type de roulé avec de la cardamone ou tout plein d'autres types de crème pâtissière, et des cookies. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est pas forcément quelque chose de très connu, mais c'est dans un petit coin au centre-ville. Et voilà, si vous voulez quelque chose d'original, mais qui en même temps vous rappelle un peu la pâte feuilletée des croissants, bien dorée, c'est l'occasion de tester ça. C'est nouveau, c'est une nouvelle spécialité, le cruffin. Ouais, vous savez, il y a les cruffins, il y a les bronuts qui sont des mélanges ou les cronuts qui sont des mélanges de... Je suis plus du tout... de croissants et de donuts, donc c'est pas mal d'inspiration, parfois anglo-saxonne ou américaine. D'accord. Qui mettent ça au goût du jour. Et donc, voilà, ils font, à ma connaissance, pas de croissants, mais ils font plein de réutilisation de la pâte feuilletée et de la pâte à croissant et du feuilletage pour leur dessert. Donc voilà un petit peu pour mes petites touches sucrées, mes petites recommandations du jour. Oui. Et puis on peut aussi, dans la même rue, parler de la pâtisserie Berthier, du pâtissier qui est venu ici à Radio Escapade, Test & Bistro Pâtisserie, qu'on a testé et qui est très bonne. Et qu'on recommande. Et qui fait de la pâtisserie française le week-end, ouais. Principalement. Exactement. Ouais. On peut en parler, effectivement, si vous voulez, du français, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, et juste une petite information complémentaire, il y a une pâtisserie qui est très connue au Danemark, c'est Kekenhagen. Non, impossible à prononcer, pour une française, donc qui est déjà à l'intérieur de Tivoli. Vous avez peut-être vu à l'intérieur de Tivoli, ils ont une pâtisserie, et donc on peut y acheter des gâteaux, mais bon, il faut rentrer en Tivoli, tandis que maintenant, on a acheté directement sur Vesterbrogade, numéro 1, et eux, ils ont ouvert toute l'année, et donc voilà, on pourra essayer les mêmes pâtisseries là-bas sur Vesterbro. Je trouve que c'est une information intéressante, ça vient d'ouvrir. On va annoncer les prochaines émissions parce que l'heure tourne, il nous reste plus que quelques secondes. La semaine prochaine, on aura une émission autour du thème du vin avec Dominique Monchamp qui passera ici au studio de Radio Escapade. Le 6, on aura une émission autour du thème de Noël et comment faire des confectes, cette pâtisserie danoise que l'on mange à Noël. Enfin, avant Noël, le 13, on aura une émission zéro déchet. Et anti-gaspi. Et anti-gaspillage, voilà. Donc, il y a de quoi faire et écouter. Je vais vous dire au revoir parce qu'il ne reste plus que 10 secondes. On est un petit peu pressé là pour se dire au revoir. Alors, merci à tous d'être venus et puis on se retrouve la semaine prochaine avec cette émission autour du vin. Merci. Au revoir.